Mesdames, vous avez la parole pour répondre à toutes ces questions. Merci, chers collègues, pour ces échanges et ces questions fort intéressantes. Donc, en ce qui concerne la question de Madame Lepay sur la stratégie de la sobriété, donc effectivement, l'objectif de la directive... alors, quand on parle en premier, pour se préparer, c'est un petit peu plus long que quand on parle en second. Sur l'objectif de la directive, j'ai perdu le fil de mes idées, donc on va y arriver. Enfin bon, il y a une directive européenne sur l'objectif de 11, donc qui a un objectif de diminuer de 11,7% la consommation finale d'énergie à l'horizon 2030. Donc, chaque État aura évidemment le plein exercice de pouvoir le soumettre à la Commission et de pouvoir le prendre en sa possession. En ce qui concerne la réponse à Monsieur Ménager, donc vous nous avez dit que ça avait coûté, enfin toutes les mesures de protection avaient coûté 85 milliards d'euros. Moi, je n'ai pas tout à fait ces chiffres-là. Je n'ai pas tout à fait ces chiffres-là, puisque l'aide aux consommateurs pour 2022, en ce qui concerne le gaz, a été de 6,7 millions d'euros. Pour l'électricité, de 18,2 milliards d'euros. Pour 2023, le gaz, 2,3 milliards d'euros. L'électricité, 29,3 milliards d'euros. Quand on fait le total de tout cela... En 2022, ça nous a coûté à peu près 43 milliards et en 2023, 45 milliards. Effectivement, ça se rapproche des 85 milliards. Mais en même temps, ce qui a été le choix du gouvernement a été de protéger les Français, de protéger tous les Français. Si vous en avez appliqué votre choix, vos politiques, bien sûr, une baisse de la TVA... eh bien, nous n'aurions pas protégé tous les Français, nous aurions protégé les fournisseurs. Donc, je pense qu'il était quand même plus important et plus intéressant et plus judicieux de protéger tous les Français, sans condition de baisse de consommation, et de protéger davantage les personnes les plus en précarité avec le chèque énergie. Donc, chacun a sa politique, mais je pense qu'il est difficile de dire que le gouvernement français, à l'époque, n'a pas protégé les Français et qu'il a qu'il a permis la multiplication par 10 des factures. Nous sommes l'État européen qui a été quasiment le plus protecteur pour le pouvoir d'achat des Français. Donc, il est difficile d'admettre et d'entendre que le contrôle des prix n'a pas été fait. Et justement, il y a eu une moindre augmentation de l'inflation par rapport à toutes les mesures gouvernementales qui ont été prises. Et non seulement sur l'énergie, mais aussi sur l'inflation sur tous les produits hors énergie. Donc nous avons préservé l'inflation, nous avons préservé le pouvoir d'achat des Français et nous continuons à le préserver. En ce qui concerne le futur de la protection des consommateurs, eh bien nous souhaitons effectivement que les contrats à long terme, les PPA et les CFD, permettent de garantir les prix sur plusieurs années. Donc c'est pour ça que nous sommes et que le gouvernement et que la ministre de la Transition énergétique travaillent au niveau de l'Europe pour pouvoir effectivement consolider ces contrats à long terme. Donc une question a été posée concernant le calendrier. Alors, il y a un conseil qui se déroulera le 17 octobre. Si il y a un accord dans ce conseil, eh bien, il y aura un déclenchement de la trilogie à partir du 19 octobre au matin. Donc, ce qui veut dire que l'envie et la volonté de tout le monde, c'est d'aller très vite, justement pour pouvoir mettre en place des mesures qui permettront de protéger les consommateurs, de protéger l'approvisionnement de notre énergie
et en même temps de pouvoir mettre en place des mesures qui permettront de ne pas avoir à ajuster en dernière minute des budgets, des budgets concernant les États et notamment l'État de la France. En ce qui concerne les contrats pour la différence, la France veut que ces contrats veut que ces contrats soient uniformes, alors que d'autres pays souhaitent que la redistribution, des contrats soit uniforme et qu'elle soit redistribuée à tout le monde, c'est-à-dire particuliers et industrie et industrie. En ce qui concerne certains pays, je pense notamment à l'Allemagne, il y a un désaccord puisque l'Allemagne souhaiterait pouvoir avoir le choix de la redistribution des recettes par rapport à ces contrats sur la différence, ce qui mettrait en danger et en péril notre économie puisque nous aurions une distorsion de concurrence et un manque de compétitivité. Donc je pense que la France est présente, bien présente dans les négociations et que la ministre de la Transition énergétique est là et préserve tous les intérêts de la France. Sur le régime de crise aussi, vous nous avez posé une question sur le régime de crise. C'est dans la proposition du règlement. En cas d'envolée des prix, on peut recourir à des tarifs réglementés. Et notre recommandation, Madame Loziol et moi-même, c'est de faire en sorte que chaque État puisse déclencher ce régime de crise et pas seulement que ce soit la Commission qui ait la main sur ce déclenchement, ce qui nous serait beaucoup plus protecteur concernant ce déclenchement des régimes de crise. Alors, en ce qui concerne la question de Monsieur Frédéric Petit sur la géothermie, donc il y a un rapport en cours au Parlement européen et ce rapport est en train d'être étudié avec Marine Mesure. Sur les réseaux et les investissements, bien sûr qu'il faut investir fortement sur les réseaux. Il faut rester dans l'interconnexion, bien évidemment. Et il paraît compliqué de vouloir, sortir du marché et en même temps rester dans cette interconnexion. Donc, je pense que l'idée, c'est de rester dans l'Europe et de rester dans la course de l'Europe. Et rester dans la course de l'Europe, ça veut dire qu'il faut prendre part aux négociations concernant les réformes sur le marché énergétique et les réformes sur le marché de l'électricité et en même temps, effectivement, renforcer notre réseau de transport. Nous avons eu de nombreux échanges avec les personnes que nous avons auditionnées puisque c'était quand même un sujet qui ressortait souvent dans les discussions. Cette interconnexion, ce renforcement des réseaux, on le voit bien au niveau national, notamment dans nos territoires ruraux, mais aussi au niveau européen. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce réseau interconnecté a aussi permis, durant la crise, de pouvoir garder l'approvisionnement et de pouvoir à ce que tous les États membres de l'Union européenne puissent être approvisionnés au niveau de l'énergie. Voilà. Donc ça, c'était pour Monsieur Petit. Donc pour Monsieur Caramandi, pardon. Comment donc votre question, c'était comment on voit les autres pays. Caramandi, pardon. Excusez-moi. Je m'excuse. Je vous ai écorché votre nom. Comment on voit les autres pays l'approvisionnement énergétique. Alors comment on voit les autres pays l'approvisionnement énergétique. Alors, on a deux clubs. On a les Amis du nucléaire, dont nous faisons partie. Et nous avons aussi les Amis du renouvelable, dont la France est aussi membre. Donc, on a des fortes divergences entre l'Allemagne et la France sur le sujet. Un sujet de compétitivité de l'économie, un sujet de compétitivité concernant l'économie française. Puisque, comme je viens de vous le dire, l'Allemagne souhaite avoir une redistribution, notamment des contrats à long terme, et d'avoir le choix de sa redistribution pour éventuellement redistribuer que sur son économie, alors que nous prenons le choix de pouvoir redistribuer au niveau de tous les consommateurs, particuliers, entreprises et collectivités territoriales. Concernant la question de Madame Gérard,
convaincre que le nucléaire est une solution. Alors oui, comment on peut convaincre que le nucléaire est une solution ? Nous souhaitons, nous, dans notre mix énergétique, et pour atteindre les objectifs de l'Union européenne et que la France aussi s'est fixé, de pouvoir effectivement avoir une solution de production, un moyen de production qui permette d'avoir un mix énergétique stable, qui permette de garantir un approvisionnement de notre énergie et de notre électricité. Et donc, le nucléaire, et nous l'avons, même s'il y a eu des soucis, il faut le reconnaître, au niveau, en automne 2022, concernant effectivement les corrosions sous contrainte des réacteurs nucléaires. Mais nous avons bien vu que nous avons pu tenir aussi grâce à notre énergie nucléaire. L'énergie nucléaire est une énergie bas carbone qui est, on va dire, peu coûteuse et qui nous permet d'avoir une production stable par rapport à par exemple, à des énergies comme les énergies renouvelables, dont on sait très bien qu'elles sont soumises aux aléas climatiques. Moi, je pense aussi à l'hydroélectricité en étant députée de territoire de montagne. Là aussi, nous avons une électricité qui permet aussi d'avoir une stabilité dans la production et en même temps d'avoir un stockage de l'électricité. Pour l'instant, c'est la seule qui permet d'avoir un stockage de l'électricité avec de si grandes capacités par rapport aux autres énergies renouvelables. Donc, la France aussi... alors, on peut regretter effectivement que le nucléaire n'ait jamais été dans les discussions de l'Union européenne concernant les directives, et notamment dans les textes du Fit for 45. Et bien évidemment, je pense que actuellement, les discussions se font aussi au niveau de la redistribution pour les investissements en ce qui concerne les nouveaux investissements qui pourraient être faits pour les nouvelles capacités de production d'électricité. Et les discussions se font aussi au niveau du Conseil concernant la possibilité de financer les investissements sur les anciennes centrales pour les remettre à niveau, de manière à ce qu'on puisse avoir de nouvelles capacités de production d'électricité. Enfin, je terminerai par la question de Monsieur Chassaigne concernant les... je ne sais pas ce que c'était ça. Oui, la sortie du... Oui, excusez-moi, c'était la sortie du marché. Donc, concernant la sortie du marché, eh bien, je pense que, je viens déjà de le dire, la sortie du marché, c'est une... Enfin, sortir du marché quand on fait partie de l'Union européenne, sortir du marché de l'énergie quand on est dans l'Union européenne, quand on fait partie d'un État membre et que c'est quand même l'histoire de l'Union européenne, voilà, je pense qu'on est dans une situation où si on sortait du marché et si on se retrouvait dans une crise comme nous avons vécu en automne 2022, comment pourrions-nous sortir la France? Comment pourrions-nous préserver notre approvisionnement? Comment pourrions-nous nous préserver concernant notre énergie? Bien sûr qu'on peut avoir les rêves il y a quelques années maintenant ou quelques décennies, mais il paraît, les temps ont changé, tout a évolué.
Le marché a évolué. Nous sommes dans un marché de l'Union européenne. Nous travaillons avec nos partenaires. Nous voyons bien que, avec malheureusement l'actualité qui nous entoure et qui malheureusement est désastreuse actuellement, si nous ne restions pas unis sur des politiques régaliennes telles que l'énergie, sortir la France du marché européen pour rester en autarcie, pour ne plus avoir d'interconnexion entre les différents pays de l'Union européenne, je pense que ça serait peut-être quelque chose qui peut satisfaire certains d'entre nous, mais qui ne protégerait pas les Français, qui ne protégerait pas de l'approvisionnement en énergie et qui, au bout du compte, peut-être nous coûterait certainement plus cher que ce que ça nous rapporterait. Merci beaucoup, Madame Azuel.